merci à Grand Besançon d'organiser les 24 heures du temps et d'organiser cette table ronde dans laquelle j'espère vous allez passer un bon moment. Je me présente, je m'appelle Jean-Jacques Weber, je suis président de la Fédération de l'horlogerie. Accessoirement, et je l'ai rappelé hier, je ne suis pas seulement un Parisien, mais je suis surtout un bisontin de naissance, et j'aime bien le dire. À mes côtés, nous avons deux experts et spécialistes. Mon ami Judy-Kaël Hirel, qui est responsable du secteur horlogerie sur le groupe Figaro et Figaro Magazine. Comme il est d'un naturel modeste, il laisse croire qu'il est journaliste, mais il est également écrivain, et il a commis récemment un magnifique petit bouquin sur les montres vintage que je vous invite à découvrir. C'est très sympa et c'est très agréable à lire. Merci également, Judy-Kaël, pour le article que tu as écrit dans le Figaro avant-hier. C'est ça, qui était consacré à Besançon, et je vous invite quand même à vous intéresser aux écrits de Judy-Kaël, qui sont toujours intéressants et pertinents. À ma gauche, et il n'y a rien de politique dans ce que je dis là. À ma gauche, mon ami Ludovic Blanquer. Ludovic est directeur de la création chez France Éclat. Ça, c'est l'officiel. L'autre partie de l'iceberg, c'est qu'il est designer lui-même. J'en profite pour vous inviter à aller jeter un coup d'œil sur le stand de France Éclat, qui est situé dans la cour Granvelle, et vous y verrez un certain nombre de choses absolument magnifiques et étonnantes. On en a parlé tout à l'heure, mais Ludovic vous en parlera avec beaucoup plus de grâce et de gentillesse. J'avais une question déjà pour Judy-Kaël, puis j'ai choisi que tu serais ma première victime. Voilà. Donc, le design d'une montre, c'est toujours le premier sourire que nous offre la montre. C'est sa carte d'identité en quelque sorte, mais c'est aussi souvent la signature de certaines marques. Certaines marques sont totalement identifiées à leur design, à leur champ culturel. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses un tout petit peu de ce lien intime qu'il y a entre les marques, le design et les modèles iconiques? Je sais que ça t'embête. Pas du tout, mais vu la complexité de la question, tu as prévu combien d'heures, c'est tout? Dans le design, c'est très vaste comme définition. Je vais faire mon jésuite un instant, mais qu'est-ce que le design? Dans ce cas-là, il faut commencer par définir le terme. Et concernant une montre, alors déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en France, on est assez réputé, parce que je me balade un petit peu beaucoup pour les montres, vu que j'ai la chance d'être payé pour être curieux et parler d'horlogerie et à regarder les autres travailler, donc c'est pas mal. Mais c'est assez impressionnant quand on voyage de voir à quel point on est en France comme étant très sensible au design. C'est-à-dire qu'on va plus acheter sur des raisons de design de la montre que d'autres clients suisses, américains, japonais, parce que c'est qu'une des variables d'achat d'une montre. On peut s'intéresser à la qualité d'un mouvement, à la réputation d'un créateur ou à l'image de marque, tout simplement. Je pense à la magie des boîtes rouges de Cartier, par exemple. Cartier, c'est Cartier, les gens spontanément vont vouloir l'acheter. Donc il y a la force de la marque qui joue aussi. Mais le design, c'est vraiment un des vrais critères d'achat en France, quand même, beaucoup plus qu'ailleurs. Mais le design, c'est quoi? Parce qu'une montre, on en a tous au poignet parce qu'on est un petit peu intoxiqué ici, mais c'est pas le cas général. C'est pas simplement une marque, c'est pas simplement une forme. Bon, l'époque. C'est à courant intermittent le micro en fait. Donc je vais avoir un coupe qu'on sait pas intéressant, j'ai l'impression. Sinon, je parle très fort à côté, ça marche aussi. Mais en fait, quand je regarde le design d'une montre, juste de mon point de vue personnel, oui, ça peut qualifier une marque, mais par exemple celle que tu portes au poignet, il y a une signature esthétique de cette marque avec une couleur, un type de forme, une inspiration 70s, mais c'est une forme de boîtier, plus un bracelet, plus un cadran, plus les indications du cadran, plus le choix des aiguilles. Et comme moi je suis un peu psychopathe horloger, quand je pense à design horloger, je pense que c'est pas le cas de tout le monde ici, je regarde d'abord les aiguilles personnellement. Ah, c'est intéressant. C'est très bizarre, mais j'ai été intoxiqué au breguet très très jeune, et du coup, quand je regarde une aiguille, normalement, je sais à peu près de quelle marque il s'agit, même si beaucoup de montres utilisent beaucoup d'aiguilles, mais on n'en parle quasiment jamais. En plus, il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui en fabriquent, il n'y en a plus qu'une en France, et Dieu sait s'ils sont courageux et qu'il faudrait les protéger. Mais le design, c'est vraiment et un ensemble de détails. C'est un peu comme le pointillisme en art. On a un ensemble de petits points, on recule, on voit la toile. Quand on porte une montre, je ne peux pas juste me dire tel designer a signé telle pièce. Je ne sais pas, Gérald Genta ou
le designer de Piaget ou d'autres, c'est un peu plus que ça. Et puis il y a des inspirations, il y a une histoire. Là, j'ai commis un livre miniature que tu as à côté de toi sur les montres vintage, en me plongeant là-dessus, parce qu'on a quand même un sport très développé en horlogerie qui est de ressusciter les marques. Donc les marques horlogères disparaissent énormément, il y en a des centaines qui ont disparu, et on n'arrête pas de ressusciter. Encore présenter une nouvelle marque ressuscitée. Et on se rend compte que le design passé inspire énormément le design présent. C'est-à-dire qu'on aime bien à l'heure actuelle repartir sur des créations vintage comme SK qui est dans la cour en bas avec ses pièces des années 50. D'autres vont partir comme Marchlab sur une inspiration 70s. Hier, on nous présentait ailleurs une montre Amida qui est une Digitrend avec un affichage latéral un petit peu une heure sautante pour les pilotes pour regarder de côté l'heure sans lâcher le volant. Chacun, selon son âge, selon sa culture, selon son origine, byzantine par exemple, peut être inspiré en termes de design, avoir les idées différentes. Mais pour revenir à la question initiale, si je devais parler de design et d'une marque, il y a un mot avec un R qu'on est obligé de citer, c'est Rolex. Là, je suis en train de me plonger dans les montres des années 50 pour le travail, et ça m'impressionne de voir comment 5 ou 6 montres sorties entre 48 et 56 ont posé l'esthétique non seulement d'une marque, mais de la moitié de l'horlogerie mondiale. Alors ça, j'ai l'intention d'en parler effectivement tout à l'heure, et merci de me précéder là-dessus. Il y a des designs qui durent depuis des années. Il y a eu un design qui a été créé il n'y a pas très très longtemps, Ludovic. Donc je l'ai rappelé, tu es pas seulement directeur de la création de France Éclat, ce qui est déjà un très très beau job, mais tu es également le designer d'une montre iconique, et ça on l'a peut-être un peu oublié. Par pudeur, tu ne l'as pas porté aujourd'hui, mais le designer de la montre Louis Vuitton Tambour s'appelle Monsieur Ludovic Blanquer, et vous l'avez devant vous. Donc c'est quand même... Merci. Pas tout seul, pas tout seul. Je suis désolé, J.D.K.L., j'ai pas réussi à te faire applaudir. Ça sera... Voilà, tout à fait. Donc, Louis Vuitton avait déjà commis une montre, c'était en 1988, avec une designer prestigieuse. La montre n'a pas connu le succès qu'elle aurait peut-être mérité. Et on a fait appel à un designer moins, on va dire, moins connu, moins sur les réseaux sociaux. C'était en pas du tout, voilà, en 2002. Et un peu avant 98. 98, voilà, oui, tout à fait, elle est sortie. Donc, je voudrais simplement que tu nous expliques comment se passe le lien entre le designer, la marque, comment ça se passe, comment est-ce que c'est toi qui t'es présenté, est-ce que c'est Louis Vuitton qui est venu te chercher, comment vous avez fait le brief, comment vous êtes arrivé à ce chef-d'œuvre qu'est la Louis Vuitton Tambour. Chef-d'œuvre, oui. On a répondu sur un concours de créativité. Et marche mal ce micro, hein. Et c'est ma voix qui marche mal en fait. Parce que non, c'est parfait. Pas mieux. Vraiment parfait. C'est un concours qui avait été organisé par Louis Vuitton, un concours international. Ils ont fait appel à des agences suisses, à des agences italiennes. Et puis ils voulaient absolument dans la boucle un designer français. Et à l'époque, on travaillait vaguement pour certaines marques françaises, dont Pékinier, dont je salue le président ce matin. Et on a répondu au concours et on a gagné le concours. Et on était assez néophyte en fait. Moi, je suis designer horloger par l'expérience acquise, mais au départ, je suis designer, donc voilà, j'ai fait des tas de projets dans d'autres domaines. Et la relation avec la marque, alors ce qui est très intéressant de travailler avec une marque comme Louis Vuitton, c'est qu'ils sont hyper capés sur le marketing. C'est-à-dire qu'on a eu un brief dont tous les designers pourraient rêver, qui est un bouquin de 120 pages qui racontait l'histoire de la marque, plus une véritable stratégie de développement de produits sans donner aucune piste de forme particulière. D'accord, donc vous avez bien eu un brief au départ de la marque, oui. Et ce brief a généré un concours, et ce concours... Ouais. Okay. En fait, pour répondre à la première question, qu'est-ce que le design ? Il faut être conscient du fait qu'un bon design et un bon designer, c'est quelqu'un qui ne fait pas la montre de ses rêves, mais qui fait la montre des rêves d'une marque qui fera le succès pour une clientèle qui va l'acheter. En fait, l'idée, c'est que un bon design, c'est une synthèse entre quelque chose qui doit être fabricable, qui doit correspondre à l'ADN d'une marque et qui doit s'inscrire dans une actualité commerciale des marchés.
Et donc cette synthèse-là, elle passe par une connaissance du marketing, une connaissance des techniques, des matériaux et une connaissance de la psychologie des consommateurs. Et un bon designer, c'est quelqu'un qui sait faire tout ça en fait et qui sait rester dans l'ombre, parce que si je citais le nombre de marques pour lesquelles j'ai travaillé, pour lesquelles j'ai pas le droit de dire que j'ai travaillé, il nous faudrait plus que la matinée. Donc voilà. Okay. Merci. Merci beaucoup. On va essayer. Moi, je vais parler plus fort, comme ça ira mieux. Revenons un petit peu à Besançon et en Franche-Comté. On a quand même eu sur la région des montres de design. Il y a eu, je prends mes notes, en 1975, la LIP Talon. En 68, la LIP Bachmakov. Pékinier a lancé sa Morea en 1984. Notre ami Zilberstein, qui nous a fait une belle présentation hier et qui en refera encore une demain, est quand même pas totalement innocent dans le domaine du design. Marsh Lab, que tu as eu gentillesse de présenter tout à l'heure en 2009. Est-ce qu'on peut imaginer une partie du réveil de la montre à Besançon par le prisme du design? Est-ce qu'il faut réveiller des icônes du passé, comme ça a déjà été fait par certaines marques, ou est-ce qu'il faut dire on existe et on regarde droit devant et on va créer la montre dans laquelle on se sent bien pour les années qui viennent? Là, c'est une question pour vous deux, les petits amis. À vous de jouer. Alors ça, c'est une question très difficile parce qu'on en revient à l'histoire du succès commercial des montres en fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'univers de l'horlogerie, c'est extrêmement codé. Extrêmement codé parce que c'est basé sur une réalité mécanique avec un vrai passé de savoir-faire, de tradition, de choses comme ça. Et donc on se rend compte que les consommateurs, ils achètent du code, ils n'achètent pas un produit. L'intégration de ces codes et la modernisation de ces codes, c'est toute la difficulté du travail du design. Et on se rend compte quand même que pour avoir fait des expériences, et on a beaucoup de marques qui en ont subi des conséquences douloureusement, que l'hypercréativité dans l'horlogerie est rarement récompensée par le succès commercial. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais donc c'est pour ça qu'on voit cette émergence, en fait, cette réémergence éternelle de montres dites vintage qui correspondent à d'autres insights des consommateurs. Mais voilà, les codes sont éternellement reproduits, réinventés. Et donc, ça doit être très, très subtil. Je sais pas, oui, je pense que c'est difficile, quoi. C'est difficile de recréer quelque chose de tout à fait nouveau dans l'horlogerie. Sauf à changer complètement de technologie. Mais là, c'est encore un autre sujet. On est un peu d'accord avec ça. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'un certain nombre de marques sont tellement connues par leur design et par leur modèle iconique que bien souvent, on ne mentionne pas la marque. On va dire, tiens, tu as une Nautilus. D'accord ? Voilà. Le fait que vous dites tiens, tu as une Nautilus, c'est une manière de sublimer le fait que bien sûr c'est une Patek Philippe, mais c'est aussi une Nautilus. Et c'est peut-être pour ça que Patek Philippe a décidé d'arrêter sa Nautilus, ou du moins de la suspendre. Voilà, mais je voudrais t'entendre là-dessus parce que je sais que tu as des choses à nous raconter, Judy Kael. Déjà, on va relativiser le fait que Patek Philippe arrête la Nautilus, parce que c'est quand même 40 à 45% de son chiffre d'affaires. Donc ça serait surprenant, c'est juste arrêter que du fait des réseaux sociaux, c'était Cyril Vigneron qui m'a expliqué ça une fois, il y a une sorte de réduction du prisme, c'est-à-dire que tout le monde, à cause d'Internet, des mots-clés et des réseaux sociaux, va se focaliser sur 4-5 marques, 4-5 montres. C'est un petit peu, avant on regardait l'écume des choses, maintenant on va regarder la brume au-dessus de l'écume finalement. Et on va se concentrer sur quelques montres, quelques marques, et le reste va être quasiment invisible sur Internet. Donc c'est le défi d'une marque, mais c'est aussi le danger de l'omniconnexion et surtout du panurgisme, c'est-à-dire de se dire que tout le monde doit porter les mêmes chaussures, la même montre, le même costume, parce que c'est ce qu'il faut pour montrer qu'on a réussi. Bon, pour moi c'est stupide, mais et puis aussi c'est une question de placement pour certains et pas une question d'amour de l'horlogerie. Mais le vrai souci qui me perturbe quand ce que tu disais, c'est que tu disais une Nautilus, le designer peut l'emporter sur la marque en fait. C'est le cas de Genta. Genta, j'ai eu le plaisir d'aller farfouiller dans le coffre-fort de sa veuve, voir les dessins qu'il a fait pendant encore des dizaines d'années après avoir vendu ses marques. Et à chaque fois, son travail de quotidien, c'était d'aller à son atelier, parce que c'était un peintre d'abord,
de dessiner des montres en se disant, si je dessine des montres pour un tel, comment elles pourraient être. Donc il se mettait dans la peau de la marque à chaque fois en essayant d'imaginer ce qu'il pourrait faire de nouveau pour elle. Mais paradoxalement, à chaque fois que Genta faisait une montre, c'était une Genta. Donc l'interprète l'emportait sur le compositeur. Et aujourd'hui, on le voit très bien. On va nous présenter une montre chez WC, chez Patek Philippe, dans l'autre maison, même chez Seiko, disant cette montre a été dessinée par Genta et après, il se trouve qu'elle est de telle marque. Le designer l'a emportée. Oui, alors qu'à l'inverse, M. Guetpert ou son fils Emmanuel, maintenant, sont beaucoup moins connus du grand public et ont pourtant dessiné des centaines de montres, notamment pour Piaget, Baume & Mercier ou bien d'autres. Donc c'est très rare d'avoir un designer qui l'emporte sur la marque, mais ça existe. Pour revenir à ta question sur la relance par l'ancienneté, on va dire, il y a différentes façons de relancer les choses, mais il faut d'abord relativiser la réalité du marché français. Ce que je disais l'autre jour dans mon article, on a un marché du Swissmade qui représente 27 milliards par an. Le marché de l'horlogerie française ou à la française, pour élargir, parce qu'il faut bien définir les mots, c'est 100-150 millions d'euros par an. On est en face de l'Everest avec une colline dans les monts d'Arrée en Bretagne. C'est quand même pas la même chose. Donc il faut quand même relativiser et pas non plus mettre trop la pression en disant on va sauver la France par l'horlogerie, on va sauver le Made in France par l'horlogerie. Chacun fait ce qu'il peut du mieux possible avec ses moyens, avec l'aide institutionnelle quand c'est possible. Mais vu le marché, la question c'est comment on fait. On peut relancer par le design, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens vont acheter une réédition d'une Bashmakov, une réédition d'une Talon, une réédition d'une Niema, Yachting-Graph ou Superman, parce que c'est des pièces qu'on a aimées quand on était jeune et que finalement ces designs marchent toujours. La montre de Tabarly, moi en tant que marin, ça me fait rêver évidemment, donc ça marche toujours. Il y a un imaginaire autour du modèle et on vend d'abord une émotion, c'est d'abord un marketing de l'émotion avant de la raison. Mais après, il y a aussi la question de la relance par la qualité. Et la qualité a un prix. Pékinier est un parfait exemple. C'est la seule manufacture française à faire ces mouvements, à continuer de se battre pour le faire, avec des mouvements à des prix différents pour justement proposer des offres différentes, parce qu'ils ont très bien compris que la question qui se pose après, c'est le prix. C'est bien d'acheter une pièce sur le design, mais à un moment, on la paye. Et l'argent ne pousse pas sur les arbres. Je crois qu'on a tous remarqué à l'heure actuelle que l'argent était plus facile à faire sortir qu'à faire entrer. Et j'étais récemment sur un salon à Bordeaux, qui est le Time Fest, qui est un jeune salon créé par des passionnés, avec une cinquantaine, même une soixantaine d'exposants, beaucoup de jeunes marques. Et c'était intéressant de voir justement les clients, les visiteurs. 500 €, ils ne se posaient pas de questions. Parce qu'en plus, on pouvait acheter les montres sur place et repartir avec. Se disant, je l'ai acheté au Time Fest, c'est sympa, c'est vraiment un truc de passionné. 500 €, on ne réfléchit pas trop. 1000 €, bon, allez, c'est bon. 1500 €, je vais voir. Et il y avait un cap à 2000 €. À partir de 2000 €, c'était, je vais réfléchir. Et donc, il y a la perception du budget, 2000 €. Il m'arrive d'avoir au poignet pour des reportages des montres à 300 000, 400 000 €. On ne se rend plus compte de la réalité des choses. Mais quand on va en horlogerie bijouterie, le panier moyen, c'est 150 €. Il faut quand même 100 et 180 à peu près. Donc il faut quand même se rappeler les choses pour se rappeler le montant du SMIC. Moi, j'avais une amie qui était hôtesse de l'air, grande carrière, son mari ingénieur. Pour ses 50 ans, elle vient me voir, parce qu'on me demande souvent qu'est-ce que je peux acheter comme montre. Et je voudrais acheter une belle montre pour mon mari pour ses 50 ans, vraiment lui faire plaisir. Je dis, ok, c'est quoi ton budget ? 1000 €. Pour quelqu'un qui gagnait bien sa vie, 1000 €, c'était une belle somme à mettre dans une montre. Donc il faut quand même aussi percevoir la valeur du produit aux yeux des gens et la capacité qu'on a à acheter. Donc on peut parler de relancer, mais à un moment, il faut aussi partir de la réalité du marché, de la capacité des gens à dépenser de l'argent, et on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Et ça qui est compliqué. Et après, on en arrive au sujet plus casus belli du Made in France ou du pas Made in France, dont tu as très bien parlé hier, qui est un terme, non pas qui m'horripile, mais qui veut strictement rien dire, vu que c'est la dernière ouvraison, que c'est le code des douanes, et que j'ai beaucoup écrit sur Made in France dans ma vie antérieure, quand j'étais au Point avant le Figaro. Et j'ai vu des choses qui m'ont hérissé, parce que j'ai vu des paires de lunettes arriver de Chine, sortir de la boîte, vous passez un coup de chiffon sur les lunettes, vous les remettez dans la boîte, et le salaire de la dame qui a fait ça fait que les lunettes sont françaises. Ça existe dans tous les métiers. Le pseudo Made in France, c'est un sport. Et du coup, ça ne veut rien dire. Du coup, ça galvaude aussi le vrai Made in France. En l'occurrence, par exemple, Pékinier. Donc il faut relativiser les choses, et puis petit à petit, essayer de franciser, essayer de faire de son mieux. Donc il y a différentes hypothèses, mais il ne faut pas être trop idéaliste non plus, il faut être réaliste. Si ça crée des emplois ici, c'est une première chose. Après, il faut faire le mieux possible et il faut surtout ne pas mentir aux gens et qu'ils sachent ce qu'ils achètent. J'ai encore vu, pas loin d'ici, des montres à vendre qui, à ma connaissance, sont des kits qui arrivent de Chine et qui sont assemblés à Paris. Pour moi, ce n'est pas du Made in France. Techniquement, c'est du Made in France. Donc il faut dire la vérité aux gens sans culpabiliser non plus, sans trop mettre la pression aux acteurs, parce que je ne vais jamais reprocher à un entrepreneur de faire de son mieux pour créer des emplois. C'est déjà pas facile de créer sa boîte, c'est pas en plus pour se faire enfoncer par des journalistes. Parce que nous, on regarde les autres travailler, encore une fois. C'est bien ce qu'il vient de dire. Hein. Merci beaucoup, Gilles Michael, d'avoir bien voulu rappeler cette bataille sur les Made in France.
Il ne s'agit pas d'offenser ou d'insulter qui que ce soit, mais il s'agit simplement de permettre à chacun de savoir ce qu'il achète sans mensonge, sans trahison, sans folklore inutile. Voilà. Et pour reprendre ce que tu disais, moi j'ai quelques amis qui, des gens que je croise comme ça dans différentes discussions, et quand ils me demandent ce que je fais, je suis bien obligé d'avouer, et ils me disent, mais c'est vrai qu'il existe des montres à 5 000 et à 10 000 euros. Et les gens, il faut que je mette tout le poids de ce que je suis, de mon savoir, pour leur faire admettre qu'effectivement, il existe des montres à 5 000, 10 000 euros, et que pour certains, c'est un peu le premier prix, quoi, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, et ils ne veulent pas l'entendre. On va revenir au design, si tu veux, Ludovic. Il y a des montres qui sont des marques qui sont créées quand même autour de designers. Zilberstein, Ikepod, Porsche Design, tout ceci, ça a été créé autour de designers. J'ai une petite expérience personnelle que je voulais vous partager parce qu'elle m'a beaucoup impressionné, et j'ai dû la raconter pas plus de 10 000 fois depuis que je l'ai vécue. Dans ma vie précédente, j'étais distributeur de montres, et à un moment donné, j'ai été, par le fait que j'étais distributeur Eterna, il m'est tombé sur la tête la distribution de Porsche Design. C'était en 1998. Ça ne rajeunit pas, effectivement. Donc les plus anciens, vous pouvez rester, parce que 98, ça doit vous rappeler. Les autres, on va vous apprendre des trucs. À l'époque de ce lancement, on avait bien évidemment des journalistes et une meute de journalistes qui voulaient interviewer Monsieur Ferdinand Alexander Porsche, surnommé Buzzi, le designer de cette fameuse 911, et qui était à l'origine de la marque Porsche Design. Et j'étais présent puisque je devais, en tant que distributeur, être présent, puis aussi un petit peu en tant qu'interprète pour travailler avec le journaliste. Et le journaliste, à un moment donné, c'était feu Didier Broadbeck, ça ne nous rajeunit pas, a dit, Monsieur Porsche, quand vous avez un mandat pour dessiner quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Et il a dit, d'abord, il y a des choses, je ne veux pas les dessiner parce que pour des raisons philosophiques, éthiques, etc., ça ne m'intéresse pas du tout. Peut-être qu'on pourra en parler de ça, ça a peut-être déjà dû t'arriver aussi, Ludovic. Et il me dit, une fois que j'ai dit, ouais, je vais dessiner, eh ben, je fais un truc très simple, j'ouvre un dictionnaire. Et il dit, c'est fabuleux un dictionnaire, parce qu'en fait, ça vous dit l'essence de ce qu'est. Donc il dit, et une montre, par exemple, si vous ouvrez un dictionnaire, vous avez des chances sérieuses de tomber sur quelque chose et qui dit, c'est un instrument qui sert à donner l'heure, et ça se porte habituellement au poignet. Et dit, avec ça, nous, on a un brief absolument merveilleux. C'est un instrument, donc il faut qu'il soit précis, il faut qu'il soit fiable, il a une fonction technique à remplir, et ça se discute pas. Il sert à donner l'heure, donc il faut bien sûr que ça soit précis, mais il faut également que ce soit quelque chose de lisible, et se porte habituellement au poignet, et Alain Zilberstein l'a rappelé hier, et vous le rappellera demain si vous suivez sa merveilleuse conférence. Il faut que ce soit confortable au poignet, et puis qu'on n'ait pas de problème avec ça. Il dit, avec ça, moi j'ai un brief absolument fantastique, et je peux commencer à aller travailler. Et je voulais juste rappeler ça parce que j'ai trouvé que c'était d'une simplicité absolument incroyable. Et il a rajouté le noir et la couleur et la non-couleur qui permet le mieux de ressentir et d'exprimer les formes. Et avec ça, notre Ferdinand, il était parti, et c'est comme ça qu'il a créé sa première montre, et qu'il en a dessiné beaucoup. Il a aussi dessiné une pipe, par exemple. Et la pipe, bien quand on a une pipe à la main, et c'est vrai qu'on ne fume plus beaucoup la pipe, il s'est dit, mon métier, c'est la mécanique, c'est l'automobile. Et bien la pipe de Porsche Design était une pipe qui avait très exactement le dessin d'un moto, c'est-à-dire avec les ailettes de refroidissement. J'ai trouvé ça magique. Et toi, par rapport à ces montres de designer, si demain Ludovic devait créer sa marque, tu ferais quoi, mon ami? Alors, je ne ferai pas une montre parce que c'est trop compliqué. En fait, cette idée de montre designer, elle sous-tend en fait toute la nouvelle création des jeunes marques qu'on voit apparaître. En discutant avec les gens qui créent des marques, il y en a énormément qui se créent tous les jours en ce moment en France.
le point de départ de leur motivation, c'est le design en fait. C'est le produit, c'est la montre. C'est-à-dire qu'ils veulent faire la montre de leur rêve. C'est jamais du business. D'ailleurs, ça se voit dans les résultats. Leur problématique, c'est une problématique qui vient ultérieurement, mais au départ, ils n'imaginent pas qu'il va falloir les vendre. Et le principe d'un constructeur de montres, c'est de les vendre, c'est pas de les fabriquer. Donc on se rend compte que cette idée du design, elle titille tout le monde, y compris les non-designers, ce qui est encore plus compliqué pour eux parce que quand même, c'est un peu de métier d'être designer. Donc moi je suis pas Ferdinand Porsche, malheureusement. Encore que moi je suis vivant, pas lui, donc bon finalement c'est pas si mal. Et si je devais faire une montre, en fait je crois pas, on m'a toujours proposé depuis 30 ans, allez, on va faire une montre, on va faire un business, on va faire monter une marque, etc. Et en fait, j'ai toujours reculé parce que autant c'est super de dessiner des objets, de les imaginer, de les concevoir, et de les concevoir avec la liberté de se dire que c'est pas nous qui allons les vendre. Donc on se sent libre dans la conception, dans la forme. Mais il y a un dicton qui revient qui me paraît évident, c'est que pour un designer, la plus belle courbe, c'est la courbe des ventes. Et ça, il y a trop de designers qui l'ont oublié, il y a trop de chefs d'entreprise qui l'oublient surtout. Donc voilà. Donc je ne dessinerai pas de montre pour moi-même. Je ne connaissais pas cette phrase, je vais la garder, c'est très utile. Mais pour repartir sur les courbes, il y avait quand même une grosse influence à l'époque du Bauhaus sur le less is more, c'est-à-dire le fait qu'un bon design, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Et ça, c'est une chose que quand même dans l'horlogerie, je me rends compte, on l'oublie encore souvent. Je vois même parfois des gens qui mettent sur le cadran, je sais pas, un tourbillon 60 secondes, qui vont écrire sur le cadran tourbillon 60 secondes. Bah oui, on sait, c'est un tourbillon 60 secondes. Il faut peut-être à un moment écrire moins de choses sur les cadrans, c'est pas mal, et se contenter de laisser rêver les gens. Alain Silberstein, hier, dans sa présentation sur le design qu'on a eu la chance de voir, disait que pour un design, il y avait 3 hypothèses, c'était oui, non, waouh. Et effectivement, lui, ce qu'il recherchait, c'était le waouh. C'est-à-dire qu'à un moment, on sort encore une fois de la raison et de la courbe de vente pour rentrer dans l'émotion. Et le fait qu'on voit quelque chose et qu'il y a une adhésion spontanée à ce qu'on voit en disant « waouh, j'ai envie de l'avoir ». Il faut créer du désir. C'est une opération de séduction à la taille d'un poignet. Et sur la séduction par rapport à Porsche, pour l'anecdote, j'avais une époque, je travaillais dans la high-tech avant l'horlogerie, donc beaucoup sur des choses comme Apple. Quand Steve Jobs voulait faire ses ordinateurs Apple à l'origine, il avait demandé à ses designers de faire une Porsche. Il disait, je veux que mon ordinateur soit aussi sexy qu'une Porsche. Il récompensait ses meilleurs vendeurs en leur offrant des Porsche. Et aujourd'hui, c'est amusant parce qu'on voit les Apple Watch envahir les poignets. Il avait un tiroir de montres Porsche Design, parce que c'était la première titane bracelet intégré. Et quand il appréciait quelqu'un, il lui en offrait une. Donc c'était la première Apple Watch et finalement, c'était une Porsche Design. Une question qui est peut-être un petit peu tarte à la crème, mais on est en train de vivre une révolution avec l'intelligence artificielle. On dit que l'intelligence artificielle va révolutionner notre manière de travailler, qu'elle va révolutionner notre manière de produire. Est-ce que l'intelligence artificielle va aussi, et si oui, dans quelle manière, révolutionner le design? J'ai participé chez France Éclat. Tu as vu, sans que tu me demandes, j'ai un site France Éclat, du haut, comme ça. J'ai participé à une réunion de formation et d'information sur l'intelligence artificielle un jour dans les locaux de France Éclat, et j'ai été littéralement bluffé. C'était il y a presque un an, donc depuis ça a dû accomplir des pas de géant. Comment, en donnant un bon prompt à une intelligence artificielle, dont j'ai oublié le nom, mais tu vas certainement le connaître par cœur et tu vas en parler, comment on peut dessiner quelque chose. Et intelligence artificielle, design, émotion, est-ce que tout ça, ça va pouvoir rester? Est-ce que c'est l'alliance des incompatibles? Est-ce que ça va fonctionner? Je te tends le micro parce que moi, je ne sais pas répondre. Moi non plus, du coup, ça va être plus simple. En fait, l'intelligence, on appelle IA l'intelligence artificielle, et en réalité, c'est plutôt de l'intelligence augmentée. C'est-à-dire que les outils d'intelligence artificielle, dans la conception d'objets, déjà, ils sont très mauvais dans la conception d'objets. Ils sont très bons dans la conception d'images. Tant qu'on reste en 2D, c'est parfait. Dès qu'on passe en 3D, c'est un petit peu plus compliqué, sauf dans des domaines très technologiques où on fait appel à l'intelligence artificielle pour faire du calcul de structure dans l'aéronautique ou dans des choses comme ça,
pour imaginer les meilleures structures possibles. Et là, il n'y a plus du tout d'esthétique, il n'y a plus du tout de culture, il n'y a plus qu'une dimension d'émotion ou de désir. C'est uniquement de la fonctionnalité, du fonctionnel pur. Ça marche à peu près aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on lance un ordinateur, on lui dit vas-y, fais-moi une avion la plus légère possible, et il va trouver 10 millions de possibilités, il va calculer 10 millions de possibilités pour fabriquer cette aile, et puis à la fin, soit il va savoir arbitrer, choisir la meilleure solution, soit il y a une intelligence humaine qui va devoir choisir. Donc aujourd'hui, dans le design, pour ce que j'en sais, je pense que l'intelligence artificielle n'est pas du tout une solution de remplacement des designers. En revanche, c'est une batterie de 250 stagiaires qui débroussaillent les terrains à toute vitesse et qui ouvrent des portes qu'on n'imaginerait pas pouvoir ouvrir avec les contraintes qu'on se donne, les contraintes cognitives qu'on a soi-même ou les contraintes culturelles. Voilà. Donc pour ça, c'est très utile. Pour la 2D, évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de photographes qui devraient se faire du souci aujourd'hui. Dans la publicité notamment. En revanche, tout ce que ça fait, l'intelligence artificielle, en fait, c'est un outil qui va décupler les possibilités de créer des contenus. Voilà, c'est juste que ça ne va pas forcément remplacer les gens, c'est juste qu'on va pouvoir créer plein de contenus, on va pouvoir écrire plein d'articles avec ChatGPT, on va pouvoir créer plein d'images avec Midjourney, dont on n'a pas forcément besoin d'ailleurs. Voilà, après pour les choses essentielles, je suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit un grand remplacement de l'humanité, mais ça va venir certainement. Merci. Parce qu'effectivement, par rapport à ce que tu disais, Judicaël, les questions l'excellente question d'Alain entre oui, non et waouh, personne n'a besoin d'une montre. La seule chose, tu l'as rappelé tout à l'heure avec ton excursion sur TimeFest, c'est le wow effect. Personne ici n'a besoin d'une montre. On va juste en avoir envie. Est-ce que l'intelligence artificielle va être capable d'apporter ça ? Mais ça, tu soulignes le paradoxe intéressant de l'horlogerie et de la montre à l'heure actuelle, c'est que foncièrement, on peut le dire sans vexer personne, ça ne sert à rien. L'avantage de la montre aujourd'hui, c'est qu'elle ne sert à rien. Elle a perdu son obligation de fonction. À l'origine, c'est un objet qui sert à donner l'heure, puis à donner l'heure de façon très précise, et puis elle a donné l'heure sur une horloge, puis dans la poche, puis au poignet. Mais aujourd'hui, l'heure, on l'a tous sur nos smartphones, l'heure atomique est beaucoup plus précise, et elle a perdu sa nécessité de fonctionnalité, ce qui la rend justement libre de n'être plus qu'un objet de séduction ou un objet de plaisir ou un objet de technicité, puisque finalement, effectivement, les horlogers, c'est quand même quelque chose de magnifique de voir un horloger travailler. Il va inventer un problème et après, il va travailler 3 ans à résoudre le problème qu'il a lui-même inventé. C'est un seul métier où on raisonne comme ça quand même. C'est comment je vais faire entrer dans un boîtier de 2 mm 5 un mouvement de 500 composants avec 4 complications et après que tout ça soit lisible et utilisable. C'est quand même un métier de dingue, excusez-moi, et c'est formidable. Et ça, est-ce que la question est vraiment de donner l'heure ou est-ce que la question est de résoudre un problème ? Et pour le côté, j'allais dire accessoire de mode horloger, effectivement, je côtoie beaucoup de collectionneurs, beaucoup d'amateurs, et j'aime beaucoup discuter. Et je vois énormément arriver une nouvelle génération de 25-35 ans à peu près de passionnés d'horlogerie, qui ont finalement une influence sur les tendances et sur le design horloger, puis qui sont arrivés sur l'horlogerie par le vintage. Et non pas par la montre de leur père ou de leur mère, mais par la montre de leur grand-père ou de leur grand-mère. Oui. Je n'ai rien dit. Et ça, c'est assez intéressant parce que de voir des jeunes porter des montres qui ont l'âge de leur grand-père, qui datent des années 30, 40, 50, éventuellement 60, est en train, je le vois, d'influer aussi sur la politique des marques. Et notamment, on a eu des années 90 aux années 2010, une croissance permanente de la taille des montres finalement. C'est beaucoup plus gros au poignet parce qu'il y avait un côté statutaire, il fallait montrer la montre qui était le symbole de la réussite, et y compris pour les montres féminines, il y a beaucoup plus de femmes qui portaient des montres un peu plus imposantes. Et là, par ce vintage, je vois le mouvement inverse dans les marques, et un vrai mouvement de design, le retour à des diamètres beaucoup plus petits. Qu'à une époque, on n'aurait juste pas acheté ou ignoré. J'étais encore à la bourse aux montres anciennes, juste à la salle d'à côté tout à l'heure. Il y a des beautés du passé dans des petits diamètres. Oui, sur un gros poignet, ça peut peut-être faire bizarre pour certains et pas pour d'autres. Mais on est dans l'accessoire de mode horloger qui ne va pas vous donner l'heure, mais qui va dire quelque chose sur vous. Je la porte parce que. Une montre, c'est d'abord un sujet de conversation, en fait. Avant, on disait, j'ai la montre de mon grand-père et je suis heureux de la porter parce que ça me fait penser à lui et que je l'aimais. Mais là, c'est j'ai la montre que j'ai achetée à tel endroit, qui sert à telle chose, tu comprends, regarde comment elle marche. Et c'est
c'est un outil d'intelligence sociale. C'est pas l'intelligence artificielle, mais c'est une incitation à aller discuter avec quelqu'un. C'est un outil de socialisation, finalement, la montre. Et son design fait partie de ce qu'on va raconter comme histoire quand on la porte. Juste une différence entre les montres qui sont objets de conversation et les montres de conversation. Il y a quand même un paradoxe dans tout ça, c'est quand même il y a énormément de marques de haut de gamme qui communiquent principalement sur la compétence de précision de leur mouvement. Par rapport à ce que tu dis, voilà, c'est dans le storytelling des marques, on est très précis, on va très loin dans le chronométrage, etc. Alors qu'on sait que ça ne sert à rien, que tout le monde s'en fout. C'est d'ailleurs le principal angle de communication de Rolex à l'heure actuelle, qui vient de présenter des montres encore plus précises que par le passé, et qui vient même d'ouvrir un laboratoire sur l'or atomique en Suisse il y a quelques jours pour encore faire des montres plus précises. Mais c'est assez paradoxal parce que c'est pas la chose la plus utile. Et je suis en train de travailler sur ça pour le Figaro, justement en posant une question qui fâche, c'est est-ce que les montres d'aujourd'hui sont vraiment meilleures que les montres d'hier? Et la précision en fait partie, mais les montres d'hier étaient aussi très précises. Elles étaient aussi étanches et elles étaient accessoirement beaucoup moins chères. Ça, c'est un autre débat et on ne va pas se lancer dans des polémiques trop importantes. Oui. Mais ça va venir. Hein. Je m'étais un peu fâché sur le PSJ à ce niveau-là aussi, donc tout va bien. Je vais juste, avant de conclure et de vous passer pour une petite question, on a parlé de design, on a parlé de créativité. Désolé, je vais donner des noms sans donner des marques et je vais donner des âges. J'en donner quelques-uns aussi, et ça permettra, puisqu'on a parlé de réédition du passé, on a parlé d'un certain nombre de choses. Donc, ce document a quelques années, vous pourrez rajouter 3 ans à ce que je vais vous lire, et je vous rassure, je ne vais pas vous infliger une lecture exhaustive, mais Santos, 119 ans, Tank, 104 ans, Reverso, 92 ans, Calatrava, 91, Datejust, 78, Seamaster, 75, Navitimer, 71, Constellation, 71, Explorer, 70, Submariner, 70. Ça a fait ce que tu disais tout à l'heure. GMT Master 2, 68, Milgauss, 67. Je descends un tout petit peu. Daytona, 60, Deville, 56, Royal Oak, 51. Nautilus 47, Panthère 40, voilà, Ballon Bleu, la junior de la liste 16. C'est colossal, c'est colossal et effectivement je vous ai cité aucune marque, mais vous les avez tous spotés et effectivement il y a un lien absolument intime entre l'objet de design, la marque, la désirabilité et rapport à tout ce qu'on disait. Des commentaires là-dessus? Un commentaire juste pour changer de siècle par rapport à ta liste. On m'avait demandé récemment quel était le grand lancement horloger de ce côté du siècle ou du millénaire, parce que moi je suis aussi du millénaire précédent. Et il n'y en a eu que 2 qui sont des énormes lancements horlogers. Un qu'on peut détester ou pas et l'autre qu'en général on apprécie. Le vrai premier succès design et horloger du 21e siècle, c'est la Chanel J12. L'essor de la céramique, cette montre superbe, blanche, noire, et qui continue d'irriguer les gammes de Chanel depuis. Et l'autre lancement à succès, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas récemment, c'est la Moonswatch de Swatch, une réinspiration du design de la Speedmaster ancienne, mais qui a fait une chose que j'avais jamais vue de ma vie, et j'ai quand même quelques années moi aussi, c'est-à-dire faire des queues devant des magasins horlogers. Alors, est-ce que c'est un massacre total d'un modèle iconique, ou est-ce que c'est au contraire faire découvrir à une nouvelle génération une montre qu'ils ne connaissaient pas via le biais d'une montre qu'ils peuvent s'offrir en attendant qu'après ils soient un peu plus éduqués et qu'ils y aillent? Je ne sais pas. Mais en termes de succès, d'impact et même de secret professionnel, c'est-à-dire lancer du jour au lendemain une telle chose sans que personne n'ait entendu parler, c'est l'autre grand lancement de ce siècle. Pour l'instant, j'attends le prochain. Alors, je vais faire le vieux machin, je n'avais pas préparé ça dans mes listes de questions, mais j'ai eu, moi, un jour, qui ai fait 40 et quelques foires de Bâle. Il y a eu une foire de Bâle, je me demande si c'était pas au tournant de 1988 ou quelque chose comme ça, où la foire de Bâle, à l'époque, c'était le buzz dès la veille ou dès le premier jour. On disait, est-ce que tu allais voir un tel? Est-ce que tu allais voir tel stand? Il y avait des choses
ce qui déchire. Et cette année-là, il y avait 2 stands qui étaient au rez-de-chaussée, je parle de les anciennes halls de Foire de Bâle, 2 stands petits, parce que ça démarrait, qui se faisaient quasiment face à face. Et c'était l'endroit où il fallait absolument aller baver devant les vitrines. Il y avait le stand de Hublot. Et pile poil en face, ou tout près, il y avait le stand d'Ebel qui sortait sa Sportwave, et ça a été c'était des objets de design. Et Hublot, au début, le nom de la société, c'était MDM, mais le nom de la société a rapidement pris le nom du modèle et de la marque, puisque c'était MDM qui lançait son modèle Hublot, tout le stand pour parler de marine et de Hublot. Et ça a été la naissance d'Hublot. Et pour moi, c'est une des plus belles émotions que j'ai jamais reçues, puisque j'ai pris 2 uppercuts dans l'estomac la même année, le même jour. Et c'était Ebel et Hublot. Des choses à rajouter avant qu'on passe là? Pour l'instant, plutôt pas mal en termes de timing. On avait prévu un format de 1 heure à peu près, avec 3 quarts d'heure de débat. C'est bien ça, Julia, hein? Voilà, et puis 1/4 d'heure de questions-réponses. Pour l'instant, on est plutôt des horlogers pas trop mauvais, donc ce micro peut circuler dans la salle. Si vous avez des questions, des remarques ou alors mieux, je ne suis pas d'accord, les gars, vous venez de raconter des grosses salades et ça ne me plaît pas du tout, alors c'est le moment de vous lâcher. Voilà, merci.